Moi, c'est Quentin Delcourt pour Road to Cinema. Quentin Delcourt, bonjour, on est ravis de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu ? Salut, ça va très bien, ça fait plaisir de vous voir. Merci à toi d'être ici parmi nous. À l'issue de l'affaire Weinstein et des mouvements MeToo, la parole de la femme dans le monde entier se libère. C'est dans ce contexte que tu as décidé de rassembler les témoignages de femmes issues du 7e art dans un documentaire intitulé Pygmalion que tu as réalisé. Actrice, réalisatrice, productrice, scénariste, chef opératrice, agente ou encore exploitante de salles de cinéma, toutes prennent la parole sur la place de la femme dans le 7e art. Comment le sujet s'est-il imposé à toi ? En fait, c'est bizarre parce que je voulais jamais faire au départ de documentaire ni de film politique. Et puis je me suis retrouvé à faire ça en premier finalement parce que ça s'est totalement imposé. Au moment, tu en parlais de l'affaire Weinstein, les femmes n'étaient montrées plus que comme des victimes. Et moi j'étais un peu affolé en fait parce que je me disais d'un côté c'était super que la parole se libère, ça c'était les grosses avancées. Mais d'un autre côté, dès qu'on parlait d'une femme dans l'industrie du cinéma, elle n'était plus qu'une potentielle victime d'un homme. Donc je me suis dit, mais moi les femmes, je les connais pas du tout comme ça. Pour moi, les femmes, elles ont toujours été des héroïnes, ce sont des pygmalions. J'ai toujours dit ce mot-là, il n'existait pas. Et je l'ai toujours dit au féminin, moi, ce concept de pygmalion. Alors je me suis dit, prends ta caméra, parce qu'on était en pleine promotion du festival Pluriel la première année. Et je me suis dit, ça va intéresser les gens d'avoir des témoignages de copines, d'actrices, etc. qui vont un peu en parler. Et puis finalement, je pouvais plus dormir, je me suis dit il faut en faire un vrai film et dépasser bien entendu cette question juste des rapports hommes-femmes sur la question de la sexualité et du harcèlement. Dès la bande-annonce, on entend l'actrice et scénariste suisse Anne Richard dire les mots suivants. Une femme exigeante sur un plateau est une emmerdeuse. Un homme exigeant sur un plateau est un travailleur. Avant d'ajouter, on dit stop, maintenant ça suffit, entendez-nous. Est-ce que l'urgence de tourner résidait également dans l'urgence de saisir la colère de ces femmes ? Oui, je pense en fait il y a des phénomènes comme ça, il y a des moments en fait il faut saisir le moment où la parole peut se libérer. On est dans une société qui est quand même très quadrillée, il y a énormément de sujets à traiter et là il y avait un petit peu cette voie ouverte aux femmes du milieu artistique. Il y a ce côté peut-être sororité dont on parle, où la parole de l'une entraîne la confiance de l'autre, qui entraîne la parole et les langues se délient. Et heureusement, je fais partie des hommes qui soutiennent ces paroles. Moi, je n'ai pas donné la parole, ça je tiens à le dire. Ces femmes n'ont pas besoin qu'on leur donne la parole. Hein. Elles l'ont prise d'elles-mêmes quand elles ont commencé à faire du cinéma. Et moi, j'ai plutôt reçu leurs témoignages. J'ai mis avec mon équipe en place le contexte faisant qu'elles pouvaient s'exprimer dans la confiance, dans l'intimité, sans langue de bois, sans avoir des envies de dénoncer, de calomnier des gens, c'était pas le but. Le but c'était plutôt de faire un état des lieux de plusieurs sujets dans la profession. C'est presque un travail de journaliste qu'on fait dans ce moment-là et quand j'entends Anne Richard me dire ça sur le plateau, je me dis mais c'est génial, c'est sûr, c'est du sujet de bande-annonce parce qu'effectivement c'est vrai. Maintenant, moi, je peux vous dire, il y a des hommes sur les plateaux, ce sont des vrais emmerdeurs et ils sont pas forcément talentueux. C'est sûr qu'une femme, on a tendance à lui dire quand elle a une voix un peu assurée, quand elle parle comme ça avec véhémence et quand elle sait ce qu'elle dit et qu'elle n'a pas proie au doute, on a tendance à dire tout de suite qu'elle est autoritaire, alors que pas du tout. Ce qu'on accepte d'un homme, on va pas l'accepter d'une femme encore aujourd'hui et c'est un vrai problème. Tu disais tout à l'heure que le mot Pygmalion n'existait pas avant que tu l'emploies. Qu'est-ce donc une Pygmalion ? On a l'habitude justement de dire que les artistes naissent de Pygmalion. Alors Céline Dion ne serait pas Céline Dion sans René. Bullshit, j'ai envie de dire, Céline Dion est le talent brut et c'est en plus une femme ultra intelligente. Par contre, au féminin, on l'emploie jamais. On dit jamais c'est la Pygmalion de telle personne, on dit toujours derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc ça, il faut arrêter de dire ces conneries. Pardon, hein, mais voilà. Et moi, je disais, Pygmalion, c'est ça. C'est à la fois la personne qui est la muse, donc qui est l'objet de fascination, pour moi en tout cas, et aussi la créatrice. Celle qui va créer, façonner, bâtir une entreprise, une société, un film. Et c'est pour ça que je trouvais ce terme important, parce que les changements dans la société commencent par les changements dans le langage. Si on ne parle pas correctement, on ne peut pas avancer dans nos idées, dans nos pensées, défendre des points de vue. Et le fait qu'un mot comme ça soit interdit au féminin, je trouvais ça totalement inadmissible. Parce que souvent c'est un mot assez élogieux quand on dit de quelqu'un c'est ton Pygmalion, voilà. Bon si les Pygmalions sont tous des violeurs, heureusement que non. Employons ce mot au féminin et redonnons-lui sa gloire, j'ai envie de dire. Et les journalistes le font maintenant. Et ça c'était la plus grande victoire du film. C'est quand les filles arrivaient dans des endroits, souvent on leur disait hey, la Pygmalion, donc petite victoire là-dessus. Dans ce documentaire, on y découvre 11 femmes inspirantes du cinéma, des comédiennes et réalisatrices comme Naïdra Ayadi, Ali
Alix Benezek, Stéphie Selma, Afzia Herzi, Aïssa Maïga, Nathalie Marchak, Anne Richard, la directrice de photographie Céline Boson, ou encore la célèbre agente artistique Elisabeth Tanner, ainsi que 2 exploitantes de salles de cinéma, Isabelle Gibal-Hardy et Laurence Meunier. Comment les as-tu choisies, ces femmes? Tout est parti d'une volonté, d'une intuition, d'une volonté personnelle. C'était des femmes, je les connaissais pas toutes au départ, hein, bien entendu, mais j'admirais un petit peu leur travail pour diverses raisons. Elles ont en commun de ne pas descendre de famille de cinéma. C'est-à-dire qu'elles ont, à un moment donné, dans leur vie, migré vers Paris pour faire leur carrière. Elles ont choisi ce combat-là. Et aujourd'hui, elles n'ont besoin de personne. Et ça, enfin, on a toujours besoin de quelqu'un, mais je veux dire, elles sont autosuffisantes. Quand j'ai rencontré des producteurs au début, on voulait pas de cette liste. Hein. On va être très clair, l'idée était bien, donc validée. Hein. Un jeune homme qui revient du Canada, qui veut parler des femmes au moment de l'affaire MeToo, c'est pas mal, ça vend, etc. On aime. Par contre, la liste... Voilà, autant mettre tel nom, tel nom, tel nom, tel nom. Et là, quand on regardait, c'était que des femmes de plus de 40 ans, blanches, que tout le monde connaît, donc qui sont évidemment brillantes, très intéressantes, hein, qui font partie de notre patrimoine cinématographique français, mais qu'on a déjà entendu des dizaines de fois sur ces sujets. Donc j'ai dit, bah non, merci, je vais le produire moi-même. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes fiertés, c'est cette affiche. Quand on les voit sur l'affiche, elles regardent, elles nous regardent, elles sont fières, elles sont elles-mêmes, elles sont sincères. C'était ça la grande fierté, montrer des femmes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, pas que des réalisatrices, pas que des actrices, mais aussi des techniciennes, de montrer comment tout était impacté et quelle place la femme avait dans ces différents postes dans notre industrie. Et ça permet aux spectatrices et aux spectateurs dans les salles de s'identifier beaucoup plus facilement. Quand Céline Boson parle notamment du moment de la maternité, où vient la question d'asseoir son métier avant d'être maman, et que ce conseil, c'est son compagnon de l'époque, donc le père de son enfant qui lui a donné, c'est très important comme message, ça. De dire, bah voilà, quand on est technicienne, qu'on veut se faire un nom, on fait son nom, et on attend, et après on peut avoir et une famille, et continuer à travailler. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. J'ai vu que tu avais fait aussi une montée des marches avec Pygmalion au Festival de Cannes. Dans quel contexte ça s'est passé? Pour Pygmalion, c'était nos premiers élans avec la presse, en fait. C'était la première fois que des journalistes voyaient le film, en parlaient, etc. Le festival nous a fait l'honneur au protocole de nous faire des montées des marches. Donc ça, c'était aussi... Voilà, c'était sympa parce qu'on monte en équipe, ça fait un peu exister aussi le film, le projet, ça l'ancre dans quelque chose de sérieux. J'ai eu la chance de rencontrer un de mes réalisateurs préférés en fait, Almodovar, Pedro Almodovar, et de pouvoir lui dire, parce qu'en fait la montée des marches de Pygmalion était le soir d'Almodovar. Et j'ai pu lui dire donc le lendemain quand on s'est vu qu'il y avait tout juste 10 ans, moi pour mon TPE, j'avais fait sur Pedro Almodovar les femmes et l'Espagne. Je dis à Almodovar, je lui raconte ça en rigolant, et j'ai dit puis là je monte les marches avec un film sur les femmes juste avant votre film qui traite de votre vie et de l'Espagne en tant que cinéaste. Je dis donc pour moi c'est fantastique. Il a eu l'intelligence de me regarder et de me dire en souriant mais j'adore cette idée de film, c'est très important, faites-le et je le regarderai. Et en fait en me disant ça, cet homme m'a redonné confiance et m'a redonné l'envie de faire du cinéma encore pendant 10 ans. Donc Pedro, rendez-vous dans 10 ans. Tu es également programmateur du Majestic de Compiègne. En quoi ce métier t'a-t-il aidé lorsqu'il a fallu programmer le tien? J'ai choisi de faire ce métier grâce à Laurence Meunier parce que en tant que metteur en scène, moi ça m'aide. Ça m'aide de voir comment le public reçoit les films, comment lors des séances de débat, y compris en présence d'autres metteurs en scène, comment ils échangent avec les artistes, ce qu'ils perçoivent des œuvres. Et puis ça me rappelle que ce métier est important, parce que quand on voit des enfants qui viennent au cinéma, qui ont des étoiles dans les yeux quand ils vont voir un film, c'est génial, quoi. Franchement, c'est splendide. Je peux pas dire si ça m'a aidé vraiment dans la programmation du film. Par contre, je peux dire que c'était hyper important pour moi dès le début que Pygmalion soit au cinéma. Je le répétais à tout le monde, j'ai dit, ne vous inquiétez pas, ce film il sera au cinéma. Personne me croyait, parce qu'on se dit, bon, voilà... fond gris, très simple, très épuré, de la parole, de la parole, de la parole. Et moi, je l'ai fait pour le cinéma et je l'ai poussé et j'ai pu aller à la rencontre de mes collègues en France, dans plein de villes, et ça, c'était super. On a eu pas mal de séances, c'est pas terminé, on va reprendre parce que le Covid a un peu tout arrêté. C'est surtout cette rencontre avec les exploitants que j'aurais pas nécessairement la chance de faire plus tard avec la fiction, pour montrer cette profession parce qu'elle est hyper importante. Et aujourd'hui encore plus, maintenant que les salles sont fermées. À la réouverture, on va avoir besoin, il y a un tel embouteillage de films, il y a plus de 300 films à sortir. Il va falloir vraiment faire des choix et montrer que les qualités de programmation, les line-up sont importantes. C'est ce que tu nous racontais tout à l'heure en coulisses, que tu venais en fait du Canada, c'est là-bas que tu as fait tes études, c'est ça? Ouais.
Tu peux nous raconter un petit peu? Je suis parti au Québec parce que je voulais pas du tout apprendre le cinéma, ce côté très franchouillard de voilà la nouvelle vague, c'est voilà Godard, tout ça et tout, c'est génial, ce qu'ils ont fait c'est super, les œuvres sont là, elles existent, mais maintenant next. Faut accepter aussi qu'on puisse faire du cinéma d'aujourd'hui et de demain. Je renie pas du tout le passé, hein. Moi-même je m'en inspire et ce sont des chefs-d'œuvre. Mais je voulais pas l'apprendre comme ça. J'étais pas prêt à l'apprendre aux États-Unis non plus parce que je pensais pas que ça me servirait après à ce point-là. Et donc je me suis dit au Québec c'est parfait parce que c'est vraiment le carrefour entre les deux quoi. Le cinéma québécois est un cinéma très sensible, est un cinéma très profond. Au Québec il y a l'acteur au service du personnage. Quand on voit Anne Dorval dans un film, quand on voit Suzanne Clément dans un film, on voit les personnages émerger. On n'est pas dans la machine américaine parce que les acteurs américains, alors eux c'est la machine, ils sont parfaits dans tout, c'est comme ils pleurent, ils sont beaux, ils meurent, ils sont beaux, ils sont malades, mais qu'est-ce que c'est beau d'être malade, mon Dieu, enfin, c'est tragique, on pleure, c'est efficace, hein, c'est nickel. Mais il n'y a pas de faille, ils n'ont pas cette faille, les acteurs américains. Le Québécois, la Québécoise a cette faille, et c'est la faille du personnage, c'est pas la leur, c'est celle du personnage. On peut apprendre le cinéma ailleurs qu'en France aussi, se nourrir. Moi, j'adore voir des films de cinéastes africains, des films de cinéastes d'Amérique latine, etc. Enfin, c'est cinéma asiatique, c'est exceptionnel, quoi. Tu es le président de la société de production Irix Film. Quelle est l'histoire de cette société de production? Pour produire Pygmalion, donc j'ai monté cette compagnie et aujourd'hui donc la boîte, moi je suis très content parce que, enfin ça c'est une des déviantes du Covid, hein. Le Covid nous confronte à nos peurs en fait et nous fait accélérer sur tout. Les gens se posent les questions de la chronologie des médias, des plateformes, etc. Ça c'est des choses qui devaient arriver, que le Covid accélère. Et ben moi pour moi c'est pareil. Je voulais pas produire de longs métrages de fiction au départ avec cette boîte parce que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements que je n'avais pas. Et puis finalement, le Covid faisant, j'ai décidé d'utiliser ce temps pour remonter bien la structure. Et aujourd'hui, elle s'élargit avec la venue d'une nouvelle associée. Je suis très content, Pauline Mizoshima. Et ensemble, on va faire des très très belles choses, que ce soit du documentaire, de la fiction et même une série. En tout cas, je peux vous dire juste que nos valeurs de la boîte, c'est un cinéma qui se veut tourner autour de l'humain. Moi, je suis pas quelqu'un qui... Je l'avais dit hein, en rentrant, de toute façon, je l'avais dit grand bien à ceux qui savent faire parler les cafetières. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas ce talent-là. Je peux pas faire parler un chien ou une cafetière. Par contre, un humain, j'essaye. Je dis bien j'essaye d'aller chercher un petit peu ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à transpirer. Quentin, tu es également cofondateur du festival Pluriel, un festival de cinéma qui prend place au Majestic de Compiègne. Et donc le but est de promouvoir des films internationaux, mettant en valeur de forts personnages féminins. Le festival se déroulera du 10 au 18 avril 2021. Comment as-tu, avec la cofondatrice Laurence Meunier, qu'on découvre aussi dans Pygmalion, sélectionné ces films et qu'attends-tu de cette session 2021? Alors déjà, j'attends qu'elle ait lieu. Je pense à tous mes collègues qui ont des festivals avant moi, qui les ont vraiment repoussés. Pour le coup, ils ont été intelligents et les ont repoussés à juillet, août, septembre. Nous, on a pris le pari de le faire dès la réouverture des salles. C'est-à-dire que normalement, chaque année, c'est au mois de mars, puisque le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et cette année, on l'a mis, comme vous l'avez bien rappelé, en avril, en espérant que les salles soient rouvertes. Le moment de sélectionner les films, c'est toujours un moment... En fait, c'est un moment qui est très précieux. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut regarder énormément de films et on essaye toujours de faire une programmation qui est à la fois éclectique, qui a évidemment des films forts, engagés, avec des messages, le plus possible de mettre en valeur des nouveaux et des nouvelles metteurs en scène, des nouveaux artistes. Il y a des prix qui sont remis par un jury, hein, donc il y a évidemment prix de meilleur film, meilleur scénario original, prix d'interprétation bien entendu pour la meilleure actrice et pour acteur ou actrice dans la même catégorie de rôle secondaire. L'année dernière par exemple, à Ex-Aequo, c'était Janice Bouziani, que vous avez déjà reçu, je crois, et Annabelle Langron, que je vous conseille vraiment d'avoir un jour sur Road to Cinema, parce que c'est une femme extraordinaire. Dans les nouveautés de cette année, on passe des documentaires en compétition officielle, parce que le documentaire est un objet très important d'échange cinématographique. Et puis les courts-métrages aussi. Alors ça, moi j'étais... Jusque-là, j'en avais pas mis, pourtant beaucoup de festivals en programme, et cette année, c'est parti. Les courts-métrages, on se concentre sur la relève française. Tu es aussi membre de l'ARP, donc qui est la société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs. Les valeurs de l'ARP sont l'indépendance, la diversité et la liberté d'expression. En quoi adhérer à cette société faisait sens pour toi? C'est très très important pour moi parce que l'indépendance, c'est la clé de la liberté à mon sens. Et en fait, ça a toujours régi ma vie. C'est-à-dire que moi, je suis... Décidément, je ne ferai plus jamais de film. J'ai tendance à n'écouter un peu que moi et les gens bien intentionnés.
Donc comme des gens bien intentionnés, il n'y en a pas beaucoup. Heureusement il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. J'ai tendance à aimer l'indépendance, à aimer aussi garder le contrôle sur mes œuvres, sur la façon de les faire. Et j'attends ça aussi de mes équipes. J'ai fondé aussi Irix Film pour garder cette liberté. Parce que je trouve que quand on y a goûté déjà, et ça c'est peut-être la mentalité nord-américaine aussi, c'est vraiment la méritocratie. Et moi ça c'est ce qui me définit. J'y crois beaucoup, je crois que tout est possible vraiment à qui s'en donne les moyens. Peu importe d'où on vient en fait. Quand on a une idée, quand on a un projet, quand on veut aller au bout, on peut. Les portes s'ouvrent. Il faut arrêter de penser que les portes ne s'ouvrent jamais si on n'essaye pas de les ouvrir. Je vais passer pour un abruti, mais quand j'étais ado, il y avait à un moment donné Fatal Bazooka, je crois, qui avait fait une chanson où je sais plus si c'était lui, mais à un moment donné, il y avait une parole, ça disait quand je vais au supermarché, devant moi, les portes automatiques s'ouvrent. C'est débile, ok? Mais quand on réfléchit, on se dit juste, le principe de la porte automatique, c'est que tu fais un pas en avant et tu as une porte qui s'ouvre vers autre chose. Et ben moi, je fonctionne comme ça. Quand on revient en France, on se reconfronte à ce qu'on connaît, à son éducation et donc à ses peurs, à ses limites. Et je m'étais dit, bah là, est-ce que je vais refaire la Fémis, etc. J'ai déjà fait du clip là-bas, j'ai déjà fait un court-métrage et tout. Mais la France va jamais vouloir de moi. Est-ce que je repasse par les cases? Je me suis dit, attends. Essaye d'être accepté comme tu es, avec ton expérience de terrain, et va à Cannes d'abord pour voir. Et dans le train pour Cannes, j'avais l'impression d'être Harry Potter qui va à Poudlard, quoi. J'étais terrorisé. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais t'es con, quoi. Qu'est-ce que tu fous dans ce train? Mais t'as mis, tu vas être un pingouin, t'as mis des nœuds papillons dans une... Enfin, t'es prêt pour te changer 3 fois par jour, c'est ridicule. Et puis, je me suis souvenu d'un truc, c'est qu'en partant de France, j'avais dit à ma meilleure amie, je lui avais dit, tu verras, avant nos 25 ans, je t'emmènerai à Cannes. Et en fait, ça m'a d'un coup hit. C'est que je me suis dit, mais j'ai 25 ans dans 2 mois. Donc, je suis dans le train pour Cannes et j'avais toujours dit que ce serait ce qui arriverait. Moi-même, je l'avais oublié. Et donc, à ce moment-là, j'ai plus eu peur parce que je me suis dit, t'es à ta place, en fait. T'es là où t'avais dit que tu serais. Et je crois beaucoup en ça, moi. Se fixer des objectifs, quitte à les oublier pendant un moment parce que la vie est faite de projets, de rencontres, d'opportunités à saisir, qu'il faut saisir, de virages parfois à prendre pour atteindre son but, mais de se les fixer et de savoir se les rappeler au moment où ils arrivent. Et depuis, je fonctionne toujours en écrivant la prochaine page. C'est-à-dire que parfois j'ai peur. Il m'est arrivé, j'étais à Cannes, j'avais Isabelle Gibalardi dans une projection qui était pas loin, je la voulais comme Pygmalion, mais je me disais, je vais quand même pas aller la déranger. Bah comme tout le monde, quoi. On connaît tous ces peurs-là. Puis je me dis, mais là, ton livre après, donc c'est quoi, il s'arrête là? Ton livre s'arrête là si tu ne tournes pas la page pour aller lui parler. Peut-être elle te dira oui, peut-être elle te dira non. Je suis allé lui parler, donc j'ai trouvé ce courage-là. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est, mais j'adore votre chemise, mais bien sûr, Isabelle, elle parle comme ça. Mais bien sûr, Quentin! Oui, j'ai reçu vos mails, je veux faire Pygmalion. On déjeunait encore ensemble il n'y a pas très longtemps, dans son cinéma Le Grand Action, là. Et franchement, ce lieu a accueilli Pygmalion, va accueillir mes prochains films. Et si j'avais eu cette peur, si je m'étais limité nos pensées limitantes, et bien tout cela ne serait jamais arrivé. Donc Quentin, tu es réalisateur de fiction également. Tu as réalisé ton premier court-métrage Alain, qui est disponible sur YouTube. Et je sais que également tu es en production, en réalisation sur Les Mouettes, c'est ça ton prochain long métrage? Oui, tout à fait. Bon alors Alain, attention, c'était un tout petit truc des débutants, hein, donc il y a des grosses erreurs dedans. Les Mouettes, c'est un gros projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un film, vraiment, c'est plutôt ce qu'on dirait, je pense, un film d'auteur, même si j'aime pas mettre des cases, hein, qui se passe en province, une histoire inspirée de faits réels, qui va traiter de sujets importants qui sont la bipolarité. Bipolarité qui découle dans le cas de ce personnage d'un inceste quand elle était enfant. Mais on parle plutôt des répercussions, voilà, de cette femme qui va être jouée par Béatrice Dalle, qui donc, voilà, à plus de 50 ans, est internée en psychiatrie par son mari, parce qu'elle souffre de bipolarité. Et en fait, le film, c'est sur le retour de son fils, Simon, qui devrait être interprété normalement par Victor Belmondo, qui est un comédien formidable, qui revient du Canada et qui constate un petit peu le passage du temps sur cette famille en fait, et qui va devoir prendre un peu la place du sauveur pour cette mère enfermée, qui ne lui demande qu'une chose, c'est d'aller dans les plages du Nord pour voir les mouettes. Très beau casting. Avec donc normalement, si tout va bien, parce que tant qu'on n'a pas commencé à tourner, ça peut toujours changer, mais voilà, Béatrice Dalle, Victor Belmondo, Janice Bouziani, Laurent Lucas, Lindan Pham et Paul Gomerieux, qui jouera mon petit frère dans l'histoire. Dans Les Mouettes, tu parles de bipolarité et d'inceste, c'est des thématiques qui te parlent? Le fait que des paroles se libèrent, que des gens trouvent la force de témoigner de choses qu'ils auraient vécues, et en ce moment, c'est vrai qu'il y a une certaine parole qui se libère autour d'un sujet fort et important de notre société, malheureusement, qui est l'inceste, avec notamment la sortie un peu médiatisée du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. Il y a un passage qui m'a rappelé un extrait d'un de mes films,
de Alain. Mon beau-père entrait dans la chambre de mon frère. J'entendais ses pas dans le couloir et je savais qu'il le rejoignait. Dans ce silence, j'imaginais qu'il demandait à mon frère de le caresser peut-être, de le sucer. J'attendais qu'il ressorte de la chambre, plein d'odeurs inconnues et immédiatement détestées. Il entrait ensuite dans la mienne, ma nouvelle chambre qui désormais séparait celle de Victor de celle des parents. Cette chambre péage, cette chambre témoin obligé pendant ces longues années. Mon beau-père entrait dans ma chambre et, sans doute, pour me faire taire, s'asseyait sur mon lit. Il me disait « T'as mis une culotte ? Tu sais que je ne veux pas que tu mettes de culotte pour dormir. C'est sale, ça doit respirer. » Il me disait « Tu sais, pour ta mère, chaque jour est une victoire. Chaque jour est un jour de gagner. Laisse-moi faire. On va y arriver. » Il entrait dans ma chambre et par sa tendresse et notre intimité, par la confiance que j'avais pour lui, tout doucement, sans violence, en moi enracinait le silence. Alors cet extrait pour moi il est très fort parce que Camille Kouchner ici choisit de parler donc de l'inceste que vivait son frère jumeau avec leur beau-père à l'époque. Ce livre en fait il est témoin à énormément de gens en France, beaucoup, qui ne sont pas forcément des gens connus, qui ne sont pas forcément des milieux aisés, des milieux aristocrates, etc. Et moi ça m'a rappelé évidemment des sujets que je défends et le sujet de mon prochain film aussi, Les Mouettes, entre guillemets, puisque c'est un combat que je mène, ma propre mère ayant été victime de ce genre de comportement de la part de son père, donc mon grand-père. Je vais juste choisi de partager avec vous quelques-uns de ses propres mots, donc qui n'est pas un livre, qui est une lettre de la réalité adressée à sa psychologue à l'époque, enfin à l'époque, il n'y a pas si longtemps. « On m'a caché, docteur, comme si j'étais une honte. Ma mère m'a assuré qu'elle était heureuse de m'avoir eu dans son ventre. Je ne la crois toujours pas, je n'ai que très peu confiance en elle et surtout je hais et conspire mon père. Mon père est un pédophile, un attoucheur d'enfants et de femmes. Il est obsédé et pervers et paranoïaque. Il n'a pas d'âme, il brûle déjà dans les flammes de l'enfer. J'ai décrété sa mort le 24 janvier 2015. Le jour de son anniversaire, ici, à Roque-de-Fursac. Il est dans le viseur de ma justice. Ma mère est une autruche, elle continue à se cacher la tête dans le sable, mais elle a tant souffert pour moi, pour elle. Quand j'avais 10 ans, il y a eu un orage terrible dans la baie du Mont-Saint-Michel. Les paratonnerres de toutes les églises environnantes se renvoyaient les éclairs. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était le jour en pleine nuit et ça claquait dans tous les sens. En me réveillant, j'étais à la renverse dans mon lit et j'y ai trouvé mon père. Que faisait-il là, avec ses yeux bleus injectés d'alcool? Et pourquoi étais-je couché à l'envers? Je ne trouvais plus ma tête et j'avais plus peur de lui que de l'orage. Ça, ce sont les paroles d'une femme qui a eu 2 enfants, dont je fais partie, j'ai la chance d'être l'aîné, qui s'est battue toute sa vie pour nous enseigner l'humanisme, l'amour de l'autre, d'être des personnes qui pouvons croire en nos rêves et les réaliser. Moi, je ne serais pas metteur en scène, je ne ferais pas mon métier, je ne serais pas heureux en fait aujourd'hui dans ma vie si j'avais pas eu cette éducation grâce à elle. Et en fait, je trouve que aujourd'hui, oui, la parole, elle est importante, qu'elle se libère sur ces sujets-là qui sont tabous parce que on n'a pas assez conscience du mal que des adultes peuvent avoir sur des enfants. Et quand on voit que des lois peuvent passer pour désigner un consentement sexuel à l'âge de 13 ans, je trouve que c'est vraiment une abomination parce que le frère de Camille Kouchner avait cet âge-là quand c'est arrivé. Ma mère avait moins de 12 ans, elle avait 10 ans. Et aujourd'hui encore, sa vie en est chamboulée. Des années et des années plus tard, on pense que ça va passer, c'est pas grave, c'est un enfant, mais au contraire, c'est ce qu'il y a de plus grave en fait. Et je salue beaucoup le travail notamment d'une artiste que j'aime énormément, qui est Andrea Bescon, qui a d'abord fait une mise en scène, Les Chatouilles, dans lequel elle dansait son viol, son inceste, et qui a ensuite fait un film magnifique, parce que je pense qu'elle partage avec moi cette philosophie et cette citation de Pirandello qui est que l'art venge la vie. Parler c'est difficile, transformer un mal c'est difficile, mais ça, quel que soit le mal en question, le racisme,
le viol, l'homophobie, tout ça. Qu'il faut que notre société évolue, qu'il faut vraiment pas que des lois passent en disant que les mineurs sont ces êtres doués de raison, capables de dire non à un adulte parce que ce n'est pas vrai. On responsabilise beaucoup plus les personnes qui ont fait ça, donc évidemment les lois de prescription et tout, faut que ça saute. Je veux dire, on en a parlé déjà il y a 2 ans avec Flavie Flament, et aujourd'hui c'est très très important de soutenir ça parce qu'il n'y a pas que chez les Kouchner qu'il y a eu des problèmes, vous voyez. C'est parce que ces gens sont médiatiques qu'on en parle aujourd'hui, mais moi je pense à toutes les familles en fait qui ressemblent à la mienne. Les enfants aussi des personnes abusées le ressentent. Une mère transmet à ses enfants les peurs qu'elle a vécues quand elle est enfant. Et aujourd'hui je pense que le cinéma aussi pour moi est une arme pour la venger, la réhabiliter en tant que femme, en tant que mère, en tant que victime, parce que peu importe d'où on vient, quand on est une victime, on est une victime. Et il faut vraiment pas se voir que comme ça. Et on bouclerait la boucle, j'ai envie de dire, assez maladroitement, en revenant au sujet initial des Pygmalion, où je ne voyais à ce moment-là plus que les femmes comme des victimes, décrites comme des victimes des hommes dans les médias, et où en fait, non. Et Andrea Bescon nous montre ça. Elle a été une victime, elle ne l'est plus. Elle n'est pas devenue une bourreau, elle a fait sa propre justice avec son œuvre, avec son film, puisque la justice ne condamnait pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont vécu ça, toutes ces victimes d'inceste et les victimes de viol, je leur dirais ça, je leur dis, il y a une justice, elle est certes dans le pays, on ne la maîtrise pas celle-ci. Par contre, celle qu'on a en nous, on la maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'il faut se venger, ça veut juste dire qu'il faut essayer de créer autre chose que cette image de victime qu'on a de nous-mêmes, parce que c'est pas ce qu'on est. Quentin, tu fais partie de ces profils qu'on adore chez Road to Cinéma. Quel conseil pourrais-tu donner à un jeune cinéaste qui ne sait pas par où commencer et qui aimerait aussi se lancer dans ce secteur si passionnant? Donc une personne, une femme ou une jeune fille ou un jeune garçon qui voudrait être cinéaste, je dirais de ne pas douter de sa capacité à raconter des histoires. Après, il faut choisir quelle histoire on veut raconter, comprendre pourquoi on veut la raconter, et ensuite se dire maintenant que je sais ce que je veux dire et pourquoi, il reste le comment, en fait. Et le comment, c'est de savoir bien s'entourer. C'est d'être intelligent dans la façon dont on forme des équipes. C'est bien entendu d'essayer d'aller chercher les meilleurs, mais chercher les meilleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire forcément les meilleurs CV? Pour moi, les meilleurs, c'est faire une balance entre ceux qui vont nous apporter le meilleur psychologiquement, qui vont nous permettre de tenir la route en restant debout, et évidemment les plus avertis dans certains domaines. Moi, parfois, les gens, ça les choque quand je leur dis que d'un projet à l'autre, je change mes équipes. Alors évidemment, j'aime bien travailler avec certains chefs opérateurs, certaines chefs opératrices ou productrices, coproductrices, mais pour moi, chaque équipe diffère du projet. Et c'est aussi la clé. Parce que des histoires, quand on est cinéaste, on n'en a pas une à raconter, mais on en a plein, parce qu'on a tendance à vouloir un peu façonner le monde ou transcrire une certaine manière de voir le monde qui est la nôtre. Je pense que les artistes, qu'ils soient cinéastes ou acteurs ou autres, sont des personnes qui ont des sensibilités un petit peu surdéveloppées et qui décident ou qui assument le fait de ne pas pouvoir faire autre chose que de la transmettre en fait. Et c'est ça la route qui est longue et dure, c'est la transmission, c'est comment faire sortir de sa tête et de son cœur des images, des messages qu'on va transmettre à un public et qui va être capable de le recevoir, parce que ça c'est aussi autre chose. Merci Quentin pour ta confiance. De rien. Merci. Un vrai bonheur de parler avec toi. Bah écoutez, quand vous voulez. Hein. Merci pour tes confidences, merci de nous avoir parlé de ton travail et à très bientôt.